on va commencer la table ronde pour parler exemple de rénovation globale des grands ensembles. C'est ce qu'on voulait vous faire, hein, c'était un retour d'expérience. Et donc, je vais appeler tout de suite sur scène Anaïs qui va me rejoindre pour CAUE 94, Jonathan pour l'ALEC MVE. Bonjour Jonathan. Et Richard, vous avez aussi une petite estrade là pour monter. Richard pour le CAUE 94, je vous laisse vous installer sur les chaises qui sont prévues à cet effet. Merci. Voilà. Et puis, vous avez un retour vidéo de ce que voit le public à distance. Merci d'être avec nous. Alors, ce qu'on avait dit, peut-être, c'était on fera un premier tour de table. Voilà, un premier tour de table pour échanger ensemble. Richard, vous voulez peut-être commencer par vous présenter? Juste Oui, pour bien se sûr, présenter, oui. et puis après, on fera un tour de table de présentation des structures, hein, comme on avait dit. Bonjour, je suis Richard Bisser, je suis architecte au CAUE 94. Un CAUE, c'est un conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Val-de-Marne. Et dans cet organisme, il y a un espace conseil France Rénov qu'on appelle l'Agence de l'énergie. Voilà, merci Richard. Anaïs? Bonjour à tous, salut Anis. Moi, je suis conseillère France Rénov et chargée de mission plutôt copropriété dans la structure Agence de l'énergie portée par le CAUE 94. Merci Anaïs. Et Jonathan? Du coup, bonjour à tous, Jonathan Huynh, chef de projet copropriété à l'Agence locale de l'énergie et du climat. Maîtrisez votre énergie. Très bien. Alors peut-être Jonathan, puisque vous avez le micro, on peut présenter un peu mieux les structures. L'ALEC MVE, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que vous intervenez? Oui. Du coup, l'ALEC MVE, c'est une association loi 1901. Donc, on porte un espace France Rénov, mais on a également une ALEC, donc une agence locale. Donc, on réalise des appuis techniques auprès des collectivités. Mais bon, là, je vais plutôt me concentrer sur la partie conseil, hein. Donc, on porte un espace France Rénov, qui est le service public de la rénovation de l'habitat. Donc, on va plutôt apporter un conseil neutre, gratuit, indépendant sur tout ce qui est question de la rénovation énergétique, sur la maîtrise de l'énergie ou même des énergies renouvelables. Et du coup, nous, on opère du côté de l'Est parisien. On est basé à Montreuil. Donc, on va être sur une partie du nord du Val-de-Marne et une partie de la Seine-Saint-Denis. On a du coup un bassin de conseil de 36 communes, qui est plutôt autour de 1, et quelques millions d'habitants. Combien d'habitants? 1,2 ou 3 millions d'habitants. Ah oui. Sur notre périmètre. Donc, c'est quand même pas mal. Sur le CAUE 94, alors finalement, quelle est votre mission? Alors, le CAUE, c'est une mission, c'est un organisme qui a pour mission de faire la promotion de la qualité architecturale, qui travaille sur l'ensemble du Val-de-Marne, hein. Mais l'Agence de l'énergie, elle, travaille sur le Val-de-Marne avec MVE. Et donc, nous travaillons sur deux territoires, qui est Grand Orly-Seine-Bièvre, qui est ce territoire de 24 communes et de 700 000 habitants, qui se trouve autour de Vitry et qui descend jusqu'au nord de l'Essonne, Viry-Châtillon. Et l'autre territoire, le Grand Paris Sud-Est Avenir, qui est un territoire de 300 000 habitants et de 16 communes. Voilà. De la même manière que MVE, toutes ces structures-là sont intégrées dans le même réseau France Rénov. Ce sont donc des structures privées qui remplissent une mission de service public. Voilà, donc vous êtes l'acteur de service public sur la rénovation énergétique. Tout à fait, oui. Donc, on avait dit qu'on allait commencer peut-être pour entrer dans le vif du sujet, puisque c'est retour d'expérience, hein, c'était la thématique de cette table ronde, de présenter deux cas concrets, même il y en a trois, hein, d'exemples de rénovation énergétique. Alors, peut-être c'était Jonathan qui allait commencer. On va peut-être mettre la diapo, Benjamin. Voilà. Peut-être on peut en parler, Jonathan, lors de cette rénovation. Où est-ce que c'était? Qu'est-ce qui a été fait? Bon, enfin, voilà, on veut savoir toute l'histoire, comment ça a été initié. Parce que finalement, souvent, les copropriétaires nous posent cette question-là. Et c'est ce qu'on a eu en préparation de cette table ronde. C'est comment on passe à l'acte et comment on fait en sorte qu'on enclenche des travaux de rénovation énergétique. Du coup, je vais revenir sur un cas précis. Du coup, c'est la copropriété Mériel qui est située à Montreuil. Donc, c'est une copropriété qui est assez emblématique à Montreuil, hein, parce que par sa taille et aussi par sa diversité. C'est une copropriété qui est composée en fait de 195 logements, mais aussi de locaux d'activité, qui va comprendre des stations-service, des restaurants, un bureau et même la poste. Donc, c'est un projet qui a démarré. En fait, là, on voit par exemple sur la diapo qu'on parle d'une démarche de travaux de rénovation énergétique avec un audit énergétique en 2016. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en rénovation énergétique, c'est des projets qui prennent du temps. Et typiquement, ce projet, c'est l'exemple même qu'il faut prendre son temps et de ne pas se précipiter dans la rénovation énergétique. Donc, on parle d'un projet qui a commencé, je crois,
bien avant que j'arrive à l'agence, pour ainsi dire. Je crois qu'on a au moins trois chargés de mission qui s'est succédé sur cette opération-là. Donc, je crois que ça a commencé en 2013-2014. Et chaque chargé de mission a pu apporter sa pierre à l'édifice sur ce projet-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce projet, pourquoi il a pu passer à l'acte, c'est qu'on a pu faire notre rôle en fait, d'information et de sensibilisation auprès du conseil syndical qui a adhéré à un projet de rénovation énergétique. Ça a pris du temps, mais notre rôle principal, c'est vraiment avant tout de fédérer le conseil syndical autour de la rénovation énergétique, ce qui a pu permettre en fait, de réaliser un audit énergétique en 2016. Ensuite, on a pu aider le conseil syndical et le syndic en fait, à s'approprier cet audit énergétique, à prioriser un peu les différents travaux qu'elle pouvait réaliser, ce qui a mené finalement à une mission de conception et d'ingénierie financière en 2016 et en 2019, ce qui est aussi je ne sais pas si c'est un fait cocasse aussi, c'est que c'est quand même une copropriété qui a pu mener sa rénovation énergétique durant toute la période Covid, qui a fait le travail nécessaire à ce niveau-là. Le premier contact, c'était, vous avez dit, quelle année? En 2014. En 2014. Donc, on voit qu'entre 2014 et 2019, il se passe 5 ans entre le moment où on a ce premier contact, cette idée de dire, OK, on va partir sur une rénovation énergétique, et puis 2019, on voit que les travaux, et là, les travaux ne sont pas encore réalisés. Donc, du coup, les travaux sont finalisés, parce que je l'ai mis 2022. On a fait la réception, je crois qu'il y a 2 ou 3 mois. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que en fait, je vais peut-être rentrer un peu dans le détail sur quels travaux ils ont pu réaliser. Donc, ils ont refait l'isolation thermique par l'extérieur des façades, ils ont refait l'étanchéité de la toiture, et également 2 travaux qu'on ne parle pas assez souvent, parce qu'on parle souvent de rénovation énergétique, mais on peut englober en fait, dans le programme 2 travaux. Donc, c'est-à-dire des problèmes architecturaux ou même techniques. Donc, ils ont dû reprendre un peu toutes les façades. Là, on ne le voit pas dans la photo de la diapo, mais les façades étaient en fait pas droites. Du coup, en termes de ruissellement de pluie, autre chose, ça stagnait, ça crée des problématiques dans le bâti. Donc, il a fallu refaire toutes les bandes des façades pour qu'elles soient bien droites, finalement. Et la copropriété avait des gros problèmes d'étanchéité à la fois sur la toiture terrasse, mais aussi du parking. Parce qu'on ne le voit pas, mais c'est un parking soit de 3 niveaux. Donc, c'est assez important. Et l'été dernier, on entendait le chalumeau, qui est littéralement le chalumeau, parce que en fait, la copropriété est en face de nos locaux, qui refaisait toute l'étanchéité du parking. Et du coup, ce qu'il faut comprendre sur cette copropriété, c'est qu'ils ont pu englober autant de travaux et la rénovation énergétique en prenant en compte tous les aspects, pas uniquement la partie énergétique, mais aussi la partie architecturale pour être le plus complet possible. Oui, parce que ce qu'on entend aussi souvent, c'est les copropriétaires qui disent un des éléments déclencheurs du passage à l'acte, c'est de dire on a des problèmes de désordre dans la copropriété, des copropriétés qui deviennent dégradées, et puis ça nous coûte cher, il faut intervenir rapidement. Les entreprises, donc du coup, n'ont pas dans leur planning, et donc il y a des surcoûts. Et à un moment, on en a marre, et donc là, on prend un peu de recul et on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme travaux de manière à tout remettre d'équerre, droit dans cette copropriété, qu'on ait pu intervenir en urgence. C'est ça. Du coup, on a pu en fait mener ce travail-là parce qu'ils avaient des gros problèmes d'étanchéité de toiture, ce qui permet d'englober en fait d'autres travaux et de passer à l'acte. Après, ce qu'il faut aussi saluer en fait dans cette copropriété, c'est aussi le travail du conseil syndical qui est très investi, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on n'en parle pas assez souvent, mais c'est le travail d'information auprès des copropriétaires. Parce qu'avant tout, le copropriétaire, s'il ne veut pas passer à l'acte, c'est qu'il a des craintes, il n'est pas rassuré dans son projet. Donc l'idée, c'est de faire tout ce travail-là de longue haleine, de rassurer les copropriétaires dans le projet. Et on a eu cette chance d'avoir un conseil syndical extrêmement mobilisé et aussi un syndic qui peut être énormément critiqué au jour le jour, mais on avait un syndic qui était très, très mobilisé sur ce projet. On en a même eu 2 qui sont succédés. Et on a eu cette chance d'avoir des syndics qui étaient très, très mobilisés et qui étaient sachants sur la question. Et pourquoi? Parce que la plupart des syndics qui sont succédés sur cette copropriété, c'est des syndics avec qui on avait déjà 2 projets. Donc, qui a su aussi monter en compétences. On a aussi ce travail-là aussi, en tant qu'Espace France Rénov', c'est de participer à la montée en compétences des différents acteurs de la rénovation énergétique pour les mobiliser autour des projets. Oui, parce qu'après, le syndic peut démultiplier ce savoir dans d'autres copropriétés qu'il gère. C'est totalement ça. Et du coup, je vais aussi remettre un point important sur ce projet. Pourquoi aussi ça a pu marcher, c'est qu'on a été aussi en appui à d'aide à la décision des différents prestataires qui a eu lieu sur ce projet. Donc, notamment le cabinet d'architecture et le cabinet d'ingénierie financière qui a travaillé sur ce projet, qui était assez important. Et je tiens à souligner aussi leur importance parce qu'ils étaient avant tout très sachants, mais aussi très pédagogues. On a eu des réunions où on avait réuni quand même une centaine de copropriétaires, donc pas toujours très contents, donc il faut quand même les satisfaire.
Et l'idée, c'est que ça a pu être rendu possible parce que l'architecte faisait ce travail pédagogique d'expliquer comment les travaux allaient se passer, qui rassurait aussi les copropriétaires. Après, il ne faut pas se voler la face, le nerf de la guerre, ça reste le financement. Et l'ingénieur financier qui était sur ce projet-là a su en fait rassurer tous les propriétaires alors qu'on avait des quotes-parts quand même relativement importantes. Vous avez quelques chiffres, Jonathan là? Finalement, c'est combien? Finalement, et la question qu'on se pose aussi souvent, c'est le reste à charge. C'est combien paye le copropriétaire une fois qu'il a déduit les économies d'énergie aussi qu'il va réaliser sur sa copropriété. On parle quand même de travaux qui sont à hauteur de 3,1 ou 3,2 millions d'euros. Donc, c'est une somme assez importante. Et en termes de… Sur 200 logements, ça fait 15 000 euros par logement. Ouais, c'est plutôt une bonne moyenne, mais en fait, en fonction des typologies de logements, certains ont quand même des quotes-parts bien plus importantes. Parce que finalement, la répartition se fait au tantième. Donc, ça, on pouvait se trouver avec des quotes-parts supérieures à 30 000 euros. Donc, il fallait quand même leur faire passer la pilule, le fait de payer ces travaux-là. Et je pense qu'en termes de financement et d'aide, on doit être autour de 10% d'aide au final si on regroupe un peu le tout. Mais je parle vraiment d'aide publique. Ensuite, on n'a pas parce qu'à l'époque, on avait ce qu'on appelait le crédit d'impôt, qui était une défiscalisation auprès des propriétaires occupants, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été remplacé par ma prime rénov'. Du coup, je pense qu'il y a eu plus d'aide, mais je ne pourrais pas vous dire le chiffre exact en termes de pourcentage, puisque c'était libre à chacun de faire sa déclaration. Voilà, donc là, on n'a pas encore complètement le montant. On a fait le tour là sur cette… Il y avait d'autres choses à dire sur cette copropriété. Benjamin, là, tu as enlevé la diapo. Voilà, peut-être… Peut-être que ma conclusion sur ce projet, et je vais laisser la main à mes collègues du CIE, c'est que ce qui a rendu possible ce projet, c'est avant tout beaucoup de communication et d'avoir… c'est un travail de longue haleine, hein, comme vous l'avez précisé, c'est que ça a commencé en 2014 et ça s'est fini en 2022. Il a fallu quand même tenir la copropriété, les informer constamment. Et je pense que c'est ça c'est avant tout, on parle beaucoup de financier, mais c'est aussi la communication qui permet de passer à l'acte. Oui, l'accompagnement, la communication des copropriétaires. Alors voilà, allez, on va passer sur le deuxième exemple. Merci Jonathan pour ce premier exemple, et puis après on va tous discuter ensemble. Anaïs, alors là je crois qu'on a effectivement non pas une mais deux copropriétés. Quand on aime, on ne compte pas, qui était sur Fresnes, mais sur lequel il y a eu effectivement des enjeux qui étaient différents. D'ailleurs, c'est même pas des copropriétés, c'est des îlots, là, c'est des grands ensembles. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, pour aujourd'hui, on a voulu montrer des exemples un peu particuliers. Nous, sur la ville de Fresnes, on a un architecte conseil, d'ailleurs Richard qui est ici présent, et puis un conseiller France Rénov qui, du coup, conseillait sur aussi la ville de Fresnes. Et ce qui est assez particulier sur cette ville, donc vous avez deux domaines qui sont le domaine de la Peupleraie en haut à gauche et le domaine de Clos-la-Garenne qui est en bas à gauche. Et en fait, on a une copropriété du domaine de la Peupleraie qui est venue nous voir. Donc, une copropriété de 1956, environ 127 lots. Alors, ils sont venus nous voir pour différentes raisons. En fait, sur le domaine de Clos-la-Garenne, vous avez une copropriété qui a fait des travaux de rénovation énergétique avec un gain énergétique de 32% environ. Les travaux ont été finalisés en 2020 et c'est une copro d'ailleurs les travaux ont été réalisés par Île-de-France Énergie. Et donc, le fait qu'il y ait une copropriété qui réalisait des travaux, ça a amené une réflexion à l'ensemble des copropriétés qui sont sur le domaine du Clos-la-Garenne et le domaine de la Peupleraie, qui sont deux domaines en fait côte à côte. Donc déjà, c'est un appel et souvent on a des copropriétés qui voient les autres faire des travaux qui disent « tiens, pourquoi pas moi ?» Ensuite, on avait une copropriété sur le domaine de la Peupleraie qui avait des problématiques, c'est-à-dire qu'ils avaient des problèmes d'étanchéité au niveau de la toiture terrasse et d'autres problématiques aussi sur les garde-corps, des problématiques de confort, c'est-à-dire vraiment sensation de froid en hiver et la problématique, ce qu'on appelle du confort d'été, avec les canicules qui deviennent de plus en plus intenses. Donc, ça devient un grand sujet d'ailleurs de la part de la copropriété. Beaucoup viennent nous voir à cause de ce sujet-là. Et puis, ils se sont dit, au lieu de faire travaux par travaux, ce qu'ils avaient déjà commencé, ils ont fait une isolation d'un mur pignon, ils ont fait une isolation à 1 € au niveau du plancher bas. Et puis, ils se sont dit, pourquoi pas en fait prendre du recul et à ce moment-là, faire ce qu'on appelle une rénovation globale, englober tous les travaux nécessaires et aussi des travaux de rénovation énergétique dans un même et unique projet. C'est un peu comme pour Jonathan, on a des désordres dans la copropriété, des problèmes,
Et donc, à un moment, on se dit, bon, stop, à la fois, j'ai envie de faire une rénovation énergétique pour ce que vous décrivez, mais aussi, je vais en profiter pour mettre d'équerre cette copropriété en termes de désordre. C'est ça. Mieux vaut faire en fait tout en un. Puis surtout, ils savent maintenant que les aides financières, c'est pour des projets globaux dorénavant et pas sur des travaux par travaux. Et on a aussi maintenant la loi climat résilience qui est sortie récemment, qui interroge beaucoup les copropriétaires, notamment les bailleurs, en se disant je pourrai plus, ça se trouve, louer mon logement plus tard. Donc en fait, maintenant, je dois agir, j'ai plus trop le choix. Oui, ça c'est sur les étiquettes énergie. Hein. C'est ça. Sur les étiquettes notamment G et F qu'on appelle passoire thermique. Oui. Donc, voilà, on a beaucoup d'arguments qui ont fait que en fait, la copropriété donc, du domaine de la Peuplerée, qui a aussi une particularité, c'est qu'elle a le label architecture contemporaine remarquable. Donc, c'est une particularité architecturale qui fait aussi qu'on a, Richard va l'expliquer un peu plus, mais on a créé un lien avec le service urbanisme de la ville pour savoir effectivement par rapport à ce label, est-ce que des travaux comme l'isolation par extérieur seraient autorisés ? Et aussi un avis consultatif de l'ABF, donc Architecte Bâtiment de France. Et on a eu aussi effectivement un lien avec l'architecte Bâtiment de France pour savoir voilà, s'il y a des travaux sur cette copropriété, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait être quelque chose de faisable? Pour avoir un peu aussi cette validation et permettre à la copropriété d'être rassurée dans le sens où oui, je peux me lancer dans des travaux, par exemple, comme l'isolation par extérieur, avec un point de vigilance pour respecter aussi un peu le caractère lié au label architecture contemporaine remarquable. Donc, il y a un travail architectural aussi poussé qui doit être amené sur ce projet-là. Ça, c'était sur la première, un peu pleuré, et ouais. La deuxième, c'est pareil ou Non, c'est une deuxième particularité. Alors là, les deux copropriétés, on est dans une phase qu'on appelle maîtrise d'œuvre conception. Elles ont déjà réalisé un audit énergétique et elles sont venues nous voir, du coup, suite à l'audit pour y voir plus clair et avec tous les arguments que j'ai cités précédemment. La deuxième copropriété sur le Clos Algarenne, elle a une problématique aussi très particulière, c'est la barre. Alors peut-être c'est pas très visible sur la photo, mais c'est la barre qui se trouve juste devant l'autoroute et qui a en fait des gros soucis d'acoustique et de bruit. Et du coup, il y a un groupe de travail, je vais laisser Richard en parler plus précisément, un groupe de travail qui va être lancé, donc une phase d'expérimentation sur cette copropriété pour voir s'il n'y a pas des aides financières aussi spécifiques pour en fait avoir des travaux de rénovation énergétique, mais aussi pour intégrer la problématique du bruit et créer des travaux qui permettraient du coup un meilleur confort acoustique pour les copropriétaires liés du coup à cette contrainte du fait qu'ils sont devant l'autoroute. Oui, Richard, donc pour continuer sur cette copropriété, j'avais une question aussi, parce que là, je parle à l'architecte aussi, Richard. Non, mais on dit on a des contraintes architecturales. Est-ce qu'au moment, il ne va pas falloir se dire, là, dans la rénovation énergétique, là, on parle aussi des immeubles haussmanniens, ou empire qu'on peut trouver partout en France, est-ce qu'il ne va pas falloir dire OK, on fait la rénovation énergétique et puis on ne garde pas l'architecture parce qu'à un moment, il faut arbitrer entre l'efficacité énergétique et le beau? C'est un sujet qui est au cœur de la problématique, qui a poussé le CAUE à créer l'Agence de l'énergie. Parce que l'intérêt qu'on a trouvé dans cette démarche, c'est de se dire comment on va faire pour concilier les contraintes environnementales de la rénovation énergétique du bâtiment et le respect des caractéristiques typologiques des bâtiments ou le respect simplement de sa qualité architecturale. Donc, c'est tout un champ relationnel et partenarial de réflexion avec les différents acteurs de la qualité architecturale qui permet, qu'on a mis en place, et sur ces deux sujets, sur ces deux copropriétés, justement, ce sont deux exemples un peu différents, mais qui sont intéressants à ce titre-là parce que leur particularité a justifié l'intervention de ce binôme qui est constitué par Anaïs, qui est ingénieure thermicienne, qui traite des sujets énergétiques et de la mobilisation des aides financières, et de mon rôle d'architecte pour arriver à mobiliser les différents décideurs qui sont des fois des gens qui sont considérés comme posant des problèmes sur le sujet de la rénovation énergétique, mais tout simplement avec qui on a besoin de nouer des liens de manière à se faire une culture commune sur ce qu'est la qualité architecturale et de quelle manière on peut faire évoluer les bâtiments, quelle liberté on se donne pour faire évoluer la forme architecturale d'un bâtiment. C'est qui ces personnes qui sont en blocage blocage, c'est pas moi qui dis ça. C'est considéré souvent comme un blocage. J'ai mal traduit, mais sur lequel il faut embarquer dans cette aventure. Toutes les structures qui ont pour mission de préserver la qualité architecturale. En gros, les CAUE, nous, des fois, on est un peu des gens contrariants.
les architectes des bâtiments de France qui sont dans leur rôle de préservation du patrimoine et qui défendent aussi cet aspect-là de la question. Et puis aussi les services urbanisme qui délivrent les autorisations et qui, pour des raisons esthétiques ou stratégiques ou de politique urbaine, s'opposent à certains projets. Et puis les copropriétaires aussi, parce qu'il y en a certains qui disent « moi, je ne veux pas qu'on touche à mon bâtiment parce que alors, oui, architectural… » Les copropriétaires, c'est un peu différent parce qu'ils sont multiples. Il y a des gens qui suivent des stratégies un peu différentes parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de faire des travaux, il y a peut-être des problèmes d'argent, il y a des problèmes aussi de respect architectural, mais je dois dire que la qualité architecturale pour l'usager n'est pas aussi fort que pour les personnes qui tiennent les clés des politiques urbaines publiques. Hein. Donc là, vous voulez donner des exemples, oui. Oui, voilà, sur le Clos La Garenne, par exemple, les gens sont venus nous voir sur cette problématique d'isolation phonique. Alors pourquoi? Alors ça nous a interrogés parce qu'effectivement, on aborde assez peu ces sujets-là en fait quand on travaille sur la rénovation énergétique. La réflexion est tellement complexe, ça prend tellement de temps pour arriver à dégager une majorité pour voter des travaux de rénovation énergétique. Quand il s'agit de doubler ça avec une problématique un peu complémentaire, ça devient extrêmement compliqué. Malgré tout, eux, ils sont sur un sujet important. Ça nous a amené à les faire aller sur un site qui s'appelle Carto Bruit Parif, que vous connaissez peut-être, qui est le site qui permet de savoir quels sont les bâtiments qui sont touchés par des zones de dépassement des limitations de bruit. Vous savez qu'ils sont de 62 décibels pour les bruits de jour et de plus 67 ou 68 décibels pour les bruits de nuit. Et la copropriété est venue en nous disant, nous, on a envie de se protéger du bruit, avant toute chose. Et quand ils nous ont dit ça, on s'est rendu compte que la façade nord était sur l'autoroute et juste au nœud d'un croisement entre la A6 et la A86. Alors, je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça peut donner quand on habite là. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que la façade sud, elle, qui est moins touchée par le problème du bruit, est la façade sud sur laquelle il y a plein de loggias. Je ne sais pas si vous voyez très bien sur la photo, mais là, on a la façade sud sous les yeux, la photo du bas. Hein, et ce sont des loggias. Alors, les loggias, effectivement, c'est quoi? C'est un sac de pont thermique, hein, sur lequel on est toujours très intéressé pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait bien faire sur des loggias. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi la source d'une solution pour arriver à lutter contre les nuisances sonores. Alors, la copropriété est venue nous dire, nous, finalement, on aimerait peut-être fermer les loggias. Fermer les loggias, c'est un sujet intéressant. Pour tous les thermiciens, ça veut dire on supprime tous les ponts thermiques, des planchers hauts, des planchers bas, des nez de balcon, des refends porteurs. On met une enveloppe et tac, c'est fini. On met une deuxième pot et puis finalement, on a supprimé quasiment tous les ponts thermiques, mais d'une façade qui fait plus de 100 mètres de long et sur 7 ou 8 étages de haut. Vous voyez, donc des mètres carrés complémentaires, très important. Alors, on se dit oui, c'est une très bonne solution, sauf qu'il n'y a pas forcément de financement pour ce genre de travaux. C'est pas vraiment du matériau d'isolation thermique. Et puis, l'autre chose aussi, c'est de se dire, fermer une loggia sur une façade sud, c'est une très bonne idée, sauf qu'on va créer d'autres problèmes. Si on a des problèmes d'isolation thermique pour travailler sur le confort d'hiver, hein, qu'est-ce qui va se passer en plein été avec nos verrières en plein sud? Et ben, on va créer d'autres pathologies liées à un inconfort d'été. Voilà. Donc, c'est plus compliqué que ça, parce que ça veut dire le bâtiment, on ne va pas le considérer un peu dans son état actuel, on va se dire, on est en train de jouer sur la qualité de la peau du bâtiment et la modification de son aspect. Et du coup, ça veut dire la modification de son aspect, c'est rapporter des effets de masque solaire en avant de la fermeture des loggias pour arriver à résoudre en même temps le problème du bruit, le problème du froid et le problème de la chaleur estivale. Donc, vous voyez la complexité. Derrière tout ça, il y a les gens qui délivrent les autorisations. Alors donc, moi, ça tombe bien, je suis architecte conseil à Fresnes. Parfait, on a organisé une réunion avec le service urbanisme pour un peu sentir déjà quelles étaient les intentions de la ville sur un bâtiment qui est un bâtiment emblématique de la ville de Fresnes, parce que c'est un des premiers bâtiments qui, après la guerre et dans les années 65-70, se sont construits au milieu des champs de betteraves et des tuileries des plateaux parisiens. Hein. Et donc, la mairie a reçu cette idée-là avec beaucoup d'attention, en se disant, oui, après tout, quand on fait une opération de rénovation énergétique, on peut quand même toucher à la peau du bâtiment et avoir un geste architectural. Ce ne sont que des hypothèses pour le moment. Derrière ça, on est allé voir l'architecte des bâtiments de France, un autre acteur majeur de la conservation des patrimoines, pour savoir ce qu'il penserait de solutions de ce type-là.
Alors, on est très copains avec les architectes conseils de notre secteur, parce qu'entre architectes, on a un peu le même langage, disons. Hein. Et ils ont reçu cette proposition très en amont de tous les projets qui vont pouvoir se réaliser là-dessus, avec beaucoup d'attention également. Et finalement, en faisant ce travail-là avec Anaïs auprès des différents décideurs de l'acte de construire, hein, on arrive à dégager un peu de philosophie générale en se disant, bon, de quelle manière on va pouvoir agir sur l'enveloppe et l'aspect du bâtiment dans le cadre d'une opération de rénovation énergétique, plutôt que de simplement mettre une opération thermique, une isolation thermique là où ça a l'air d'être facile à faire. Voilà. Donc, on cherche des solutions un peu complexes, hein, mais c'est aussi ça qui est intéressant dans ce domaine-là. On va un peu plus loin finalement que la simple rénovation énergétique, mais aussi parce que c'était la demande initiale des copropriétaires. Et c'est ce qui avait initié d'ailleurs la demande initiale. Ce n'était pas vraiment un ravalement, c'était l'affaiblissement phonique. Ce que j'entends là, tous les trois, les travaux n'ont pas eu lieu, hein, juste pour non, finir. Pas encore. Là, ils n'ont pas eu lieu, les études terminées. Est-ce que ça a été voté, les travaux là sur non, pas encore, mais attendez, si on sait que Mériel, ça commence en 2014 et ça vient de se terminer, ouais. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer sur cette copropriété-là, mais ça va être du même tonneau. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps. Est-ce qu'on peut imaginer donc, du coup que, là on reparle communication là, pour discuter tous ensemble, on peut imaginer que ceux qui passent à l'acte, c'est déjà des copropriétés dans lesquelles il y a des travaux un peu urgents et donc ça commence à coûter cher et il y a une prise de conscience. Il y a un gros problème, exemple le problème de son, le problème phonique ou le chaud en été. Bon, enfin, il y a un gros problème à résoudre. Et puis, troisième chose, c'est ce que vous aviez dit, Anaïs, ce que tu as dit, Anaïs, c'était le côté viral. C'est-à-dire que je vois le bâtiment d'à côté qui est rénové et j'aimerais bien avoir le même type de bâtiment. Oui, c'est ça. D'ailleurs, là, avec la copro qui a été rénovée, sur l'ensemble des domaines, on a 8 copropriétés qui sont venues nous voir, donc au moins avec qui on a eu un rendez-vous. Et sur le domaine de la Peupleresse, ce qui est intéressant, donc on est vraiment avancé avec une copropriété. Là, elle va voter la phase maîtrise de conception à la fin de l'année. Et en fait, aux réunions d'information à laquelle on participe, donc les réunions d'information, nous, on est là pour répondre aux questions des copropriétaires. Et en fait, ils invitent l'ensemble des présidents du conseil syndical ou membres des conseils syndicaux des autres copropriétés à nos réunions d'information. Donc, en fait, les autres copropriétés reçoivent les informations importantes et du coup, ont beaucoup plus d'infos pour se dire, tiens, je vais me lancer peut-être. Pourquoi pas se lancer en fait tout ensemble sur ce projet-là, ou peut-être elles vont se lancer, mais qu'à un temps décalé, mais au moins auront mûri leur projet. Ouais, c'est le côté viral. Est-ce que, là je parle aux thermiciens, est-ce qu'on a eu des études en termes de gains énergétiques? Est-ce que là, on a déjà des premières projections en disant ça va gagner tant? Alors, en fait, sur l'ensemble maintenant des copropriétés, on est sur, nous, l'accompagnement sur des copros qui font au moins un bouquet de travaux, c'est-à-dire plusieurs travaux, d'isolation notamment, où on a le fameux gain énergétique de 35%. Ça, c'est finalement, il faut atteindre ça. C'est MaPrimeRénov' là, qui est un peu le driver. C'est totalement ça. Depuis effectivement la sortie de cette aide-là, c'est vraiment le levier des 35% qui fait que les copropriétés vont se lancer, parce qu'en fait, l'aide de l'État est vraiment liée à ce gain énergétique. Et les prestataires aussi vont accompagner ces copropriétés-là s'il y a aussi cette condition-là. Donc oui, je me lance dans une maîtrise de conception. Et puis, ils font aussi l'assistance à maîtrise d'ouvrage parce qu'il y a l'aide financière de MaPrimeRénov' copropriété derrière. Oui. Sur la copropriété que vous avez décrite, Jonathan, là, on était arrivé à combien d'économies d'énergie? Je crois qu'on avait 50 ou 60% de gain énergétique. Après, c'est une copropriété qui partait déjà d'un palier assez haut. On était sur déjà une étiquette C, parce qu'elle avait rénové du coup sa chaufferie, donc elle était assez haute. Et là, elle a pu atteindre en fait une étiquette B, enfin le début de l'étiquette B, avec ses travaux de rénovation énergétique. Parce que on a pu traiter en fait toute l'enveloppe du bâti. L'étiquette B, alors juste pour rappeler, c'est quoi en termes de consommation énergétique? C'est des kilowattheures je crois qu'ils ont par mètre carré par an? En théorie, ils sont 72 kilowattheures par mètre carré par an, je crois. Il me semble que théoriquement, ils ont atteint ce palier-là, ce qui est plutôt pas mal. Après, il faut être très vigilant. Je pense qu'il faut aussi être transparent avec les copropriétés. Ça reste théorique. Et pour atteindre finalement ces économies, il faut aussi prendre en main son logement. Il y a deux phases. En fait, là, on va être sur la phase plutôt d'exploitation, suivi d'exploitation, c'est que les travaux sont livrés, mais il faut aussi adopter les bonnes pratiques pour les copropriétaires. Donc, même si bien que les travaux aient été votés, réalisés, le travail n'est pas fini. C'est aussi le travail des différents prestataires et du nôtre d'apprendre aux copropriétaires à se réapproprier leur logement. S'il fait chaud, de ne pas forcément ouvrir les fenêtres, ce genre de choses, même si ça paraît logique.
mais c'est aussi de pouvoir mieux réguler, parce que sur cette copropriété, l'un des problèmes d'inconfort, c'est aussi le chauffage. Ils ont un système de chauffage très archaïque. Je voulais en parler justement, on va en parler avec Fulgoni tout à l'heure, Et Giovanni je pense Monti. qu'il en parlera beaucoup mieux que moi, parce qu'on était sur un système qui n'était pas du tout régulable. En fait, on est sur des choses qui sont très anciennes. Donc, dans tous les cas, cette copropriété a été mise au pied du mur. Dans tous les cas, il fallait qu'elle réalise les travaux pour essayer de trouver des solutions pour régler l'inconfort. C'est tout ça qui a pu aussi stimuler le passage à l'acte. Oui, si on parle un peu actualité, là, je parle chauffage, c'est qu'on va devoir mettre, là on entend, réduction de consommation énergétique, on va devoir mettre les températures de chauffe à 19 degrés. Est-ce que les bâtiments, les copropriétés dont vous parlez, est-ce qu'ils chauffent à 19 degrés dans les logements? Est-ce qu'ils arrivent à le piloter? Après, il y a deux choses en fait par rapport à cette question de 19 degrés. Souvent, on parle d'une température réglementaire de 18,7, je crois, degrés. Et en fait, il faut bien prendre en compte le confort et la température ambiante. En fait, une copropriété qui n'est pas isolée, elle a ses murs qui sont froids. On fait juste du coup le différentiel entre du coup, la paroi qui est froide et la température à laquelle il chauffe. En fait, même s'il chauffe à même 20 degrés, si son bâtiment n'est pas isolé, son ressenti est autour de 16-17 degrés. Donc, il faut être très vigilant sur ça. Et souvent, je pense qu'on est tous confrontés à cette problématique-là. Les copropriétaires nous viennent dire, là, je vois qu'il y a la crise actuellement, le prix de l'énergie s'envole, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois changer mon chauffage? Je leur dis, posez-vous les bonnes questions. Finalement, l'énergie, c'est la phrase un peu cliché, mais l'énergie, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est ce qui permet de faire des réductions de factures. Donc, il faut peut-être travailler d'abord sur l'enveloppe du bâti, et réduire au mieux, être le plus sobre. C'est devenu un terme à la mode, aujourd'hui, la sobriété énergétique. Mais c'est un peu ça, c'est de réussir à embarquer la copropriété pour qu'elle travaille d'abord sur son enveloppe, puis partir sur aussi un équipement plus performant et du coup réduire au mieux ses charges. Oui, et puis il y a cette paroi froide que vous décrivez. Au terme de les copropriétaires qui viennent vers vous aujourd'hui, est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent vers vous sur l'aspect énergétique en disant voilà, on paye trop, ça nous coûte trop cher, il faut qu'on fasse quelque chose rapidement. Et là, on voit bien qu'on est quand même dans un parcours qui va prendre plusieurs années. Donc, est-ce que c'est une point d'entrée en ce moment? C'est énormément le point d'entrée. Je pense que je laisserai du coup Anaïs le compléter. C'est vrai que beaucoup de personnes se posent des questions qui ne se posaient pas auparavant sur le chauffage gaz notamment. Et aujourd'hui, de notre côté, pas forcément sur la copropriété, mais sur d'autres types de typologies, il y a l'émergence aussi d'avoir recours à des énergies renouvelables. Donc, du coup, qui redéfinit un peu le projet, sachant qu'il faut aussi ce travail de conseil aussi, parce qu'on est aussi avant tout un tiers de confiance, c'est de s'assurer que le projet soit conforme et qu'il soit réaliste. Donc, il faut aussi faire comprendre aux différentes copropriétés ou particuliers que si on veut atteindre cette sobriété et réduction de charges, on peut passer par le bâti, mais changer le système et ensuite on pourra passer sur de l'ENR, parce que l'énergie renouvelable ne pourra pas prendre en compte tous leurs besoins tant qu'on n'a pas réduit ces charges-là. C'est quoi, Anaïs, ces énergies renouvelables qu'on peut avoir dans des copropriétés? Alors, beaucoup sur le sujet du chauffage demandent, alors, si la ville, par exemple, possède un réseau de chaleur géothermique. Donc là, par contre, c'est effectivement une alternative qui est assez intéressante, même si nous, on leur redit que ce qui est important, c'est de faire des travaux d'isolation pour réduire effectivement les consommations et les besoins de chauffage. Par contre, si effectivement une ville a un réseau de chaleur, là, ça peut être très intéressant. Et là, ce qu'on leur dit, c'est de contacter directement le gestionnaire, parce qu'eux, en fait, vont faire une mini-étude pour voir effectivement si le réseau n'est pas trop loin, pour faire un raccordement, puis faire une étude économique par rapport effectivement aux besoins de chauffage, voir si ça peut être intéressant aussi pour eux. Donc ça, c'est la première alternative qui est intéressante. Après, sur les énergies renouvelables, il y en a qui s'intéressent à cause effectivement de la flambée du gaz, pourquoi pas un chauffage au bois. Et sinon, on a beaucoup aussi de copropriétés, de plus en plus, qui viennent nous voir sur le sujet du solaire photovoltaïque, donc production d'électricité et autoconsommation collective dans le bâtiment. Oui, mais peut-être on peut imaginer que sur le gaz, les tarifs vont redevenir un peu plus raisonnables aussi dans quelques mois. Donc, c'est difficile aussi de dire, OK, les coûts de l'énergie augmentent très rapidement en quelques mois, il faut que je fasse ces travaux tout de suite, et puis quelques mois après, j'ai une nouvelle énergie qui est devenue plus chère. Donc, il faut avoir une vision un peu long terme, non, sur les copropriétés? Oui, alors la vision à long terme sur les coûts de l'énergie, on ne l'a pas. Parce que comme on l'a vu avec le cas de l'Ukraine, il y a un contexte géopolitique qui a un impact sur les coûts de l'énergie. Et en fait, nous, c'est vraiment le message qu'on donne, mais à la fois pour les particuliers et les copropriétés. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. J'ai le gaz qui est trop cher ou le fioul qui est trop cher, il faut que je change d'énergie. Et comme le disait Jonathan, et c'est exactement ça, on leur dit, attention, vous ne posez pas les bonnes questions. Déjà, il faut réduire vos besoins énergétiques.
Et là, c'est vraiment les travaux d'isolation qui vont vous permettre ça. Même sur le sujet de la clim, on a beaucoup maintenant de demandes de clim, nous aussi dans les copropriétés, des copropriétaires qui veulent installer des clims. On leur dit attention, là, vous avez un sujet effectivement de confort d'été, mais c'est des travaux d'isolation qui pourront vous permettre de mieux vous sentir chez vous pour éviter d'installer la clim. Donc, pour éviter en fait ces aléas sur les coûts de l'énergie, on ne sait pas comment le prix va fluctuer. Par contre, c'est se protéger, pour moi, c'est vraiment faire des travaux d'isolation pour réduire ses besoins énergétiques. Oui. Richard, quand on a un projet comme ça, si j'ai bien compris ce que vous décriviez, c'est-à-dire les copropriétaires viennent vers vous, c'est tout de suite aller voir les ABF, les services de l'urbanisme, pour voir au niveau architectural, ce qui est possible de faire. Disons que nous, c'est un réflexe qu'on a a priori parce qu'on a créé cette agence aussi pour ça. Donc, on veut absolument avoir un œil sur les possibilités de recouvrir un bâtiment avec une isolation thermique ou pas. Et ça, en fait, on le sait tout de suite, quasiment par habitude et par profession. C'est qu'en allant simplement sur Google Maps, on regarde l'aspect d'un bâtiment, on voit bien si c'est un bâtiment de la fin du 19e siècle ou du début du 20e, s'il y a des matériaux apparents remarquables, s'il y a des décors de façade, des éléments de mode et nature qu'il faut préserver. Et très rapidement, on est capable de donner une réponse. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'on est sur du bâti comme ça après-guerre, années 70, pour lesquels on reconnaît moins facilement la qualité architecturale. Et on est obligé un peu d'en discuter entre nous parce qu'on ne met pas tous le curseur de la qualité architecturale au même niveau. Il y a des gens qui nous disent ce bâtiment-là, il est moche, on s'en fiche, on peut isoler. Et puis d'autres qui au contraire, qui considèrent la référence culturelle d'un bâtiment d'une certaine époque, qui peut être inscrit dans une étape d'urbanisation liée à différentes techniques de construction, qui fait que c'est respectable aussi. Par exemple, les bâtiments avec des loggias sont des bâtiments qui peuvent être souvent très intéressants, même si dans l'inconscient collectif, on dit les bâtiments des années 70, c'est du béton, c'est pas intéressant. Donc ça se discute, soit entre nous au CAUE, et avec nos interlocuteurs, c'est bien les villes et les ABF. On a un petit quiz, Benjamin, là, pour le public. Est-ce qu'on est prêt pour lancer le quiz qu'on va faire pour la table ronde là, pour terminer? Et puis, on a quelques questions aussi qui vont arriver. Allez, on a une petite diapo. Là, on va faire le public à distance. Vous allez pouvoir répondre à ce quiz. Donc, il y a 3 questions. Alors, première question, et puis aussi dans la salle, vous allez pouvoir répondre. La réalisation d'un DPE collectif sera obligatoire pour toutes les copropriétés. Alors, à partir du 1er juillet 2022, 1er janvier 2024, 1er juillet 2025, 1er janvier 2026. Bon, on s'y perd. Anaïs va peut-être, j'espère que vous connaissez. La deuxième question, donc commencez à voter. Vous pouvez voter en ligne directement et puis on va présenter les résultats. La réalisation d'un diagnostic technique global, un DTG, est obligatoire pour toutes les copropriétés depuis 2022, uniquement pour les immeubles de plus de 10 ans faisant l'objet d'une mise en copropriété ou étant visés par une procédure d'insalubrité. Donc ça, c'est réponse A ou réponse B. Et puis, dernière question, c'est la prime coup de pouce chauffage permet de financer le raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur. Ça, on en a parlé. Anaïs, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je vois Anaïs qui ne sait peut-être pas. On va voir. Allez, on vous laisse voter. Benjamin, tu nous dis 5 secondes, 4, 3, et puis aussi dans le public 2. 1, 0. Bon, tout le monde a voté. Allez, je repose la première question. Réalisation d'un DPE sera obligatoire pour toutes les copropriétés à partir de 1er. Qui est-ce qui votait dans le public ici avec nous 1er juillet 2022? Non? Allez, ils ont voté en majorité 1er janvier 2024, même si c'est un peu en ordre dispersé. Est-ce que vous savez ce qu'il en est? Anaïs? Jonathan? Ah, ça y est, Anaïs vient de passer la patate chaude à Jonathan. En fait, ce qu'il faut comprendre par rapport au DPE collectif, ça va se faire progressivement. En fait. Il ne faut pas retenir qu'une seule date. Ça dépend de la taille de la copropriété. Donc, c'est vrai que les plus grandes copropriétés qui ont plus de 200 lots vont devoir le faire à partir de 2024, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Benjamin, il va nous mettre la diapo. Alors, voilà. Ouais. Et ensuite, celles qui ont entre... Je ne sais plus le nombre exact, mais celles qui ont moins de 10 logements, ce sera les dernières, ce sera plutôt sur 2026. Donc, ça va vraiment se faire progressivement par palier, par typologie et de taille de copropriété, le DPE collectif. Voilà, donc tout le monde avait un peu raison, ça dépend du nombre de lots dans sa copropriété. Donc, la deuxième question, c'est le DTG est obligatoire pour toutes les copropriétés 2022. La réponse est projetée, là. Est-ce qu'on est d'accord? Uniquement? Oui.
uniquement pour les immeubles de plus de 10 ans ou étant visés par une procédure d'insalubrité. Alors après, effectivement, il y a le critère obligatoire, mais nous, c'est vraiment un diagnostic maintenant qu'on conseille fortement aux copropriétés, c'est-à-dire c'est le diagnostic le plus complet possible, énergétique et architectural. Et en plus, maintenant, il y a une aide financière de la métropole pour réaliser ce diagnostic. Donc, oui, puis il doit être mis à l'ordre du jour, même s'il n'est pas obligatoire. C'est ça, il doit être mis à l'ordre du jour. Il n'est pas obligé d'être voté, mais au moins d'être mis à l'ordre du jour. Et puis, troisième question, la prime coup de pouce chauffage permet de financer le raccordement d'un réseau de chaleur. Donc ça, c'est vrai. Hein. Alors ça, c'est vrai. Par contre, c'est vrai que sur la question du coup de pouce et des C2E, maintenant, c'est un peu compliqué d'avoir, de voir même si elle existe encore. C'est un gros sujet sur les C2E et sur les coups de pouce, parce qu'on a des coups de pouce qui ont été supprimés, où on a des fournisseurs d'énergie qui ne la donnent plus. Donc, oui, c'est vrai, mais dans l'opérationnel, c'est un peu plus compliqué. Oui, peut-être Île-de-France Énergie tout à l'heure qui interviendra. On fera un petit retour sur les C2E. On a prévu d'en parler. Est-ce qu'on a des questions du public à distance, Morgane, qu'on doit prendre? Voilà, allez, on va prendre une question, parce que je vois qu'on a en plus dépassé le temps. Allez, Morgane. Alors, on a une question d'Elsa qui dit « Bonjour, pour la rénovation de l'isolation, quels sont les leviers d'une copropriété pour obliger les copropriétaires à réaliser des travaux ?» Le cas des copros en question, c'est en chauffage collectif et rénovation par l'extérieur, impossible, car architecture remarquable, dans lesquels certains propriétaires ont du double vitrage et d'autres non. Certains sont donc prêts à faire de l'isolation par l'intérieur, mais pas tous. Oui, alors ça c'est la grosse question. Il y en a une partie qui veut faire des rénovations et puis l'autre qui ne veut pas. Alors, est-ce qu'on peut obliger, c'est-à-dire est-ce qu'on peut tordre le bras à ceux qui ne voudraient pas? C'est-à-dire qu'on revient au sujet du respect de la qualité architecturale. Et ce n'est pas la copropriété en votant qui va décider si la qualité architecturale doit être respectée ou pas. Il y aura une déclaration préalable qui sera déposée en mairie et qui sera sans doute refusée si vraiment le bâtiment a des qualités et si le projet de rénovation consisterait à gommer ces qualités. Hein. Par contre, on sait très bien qu'il y a plein d'autres solutions pour arriver à améliorer le gain énergétique d'un bâtiment. Il y a les planchers bas, il y a les fenêtres. On peut faire de l'isolation thermique par l'intérieur. Des fois, c'est possible peut-être de faire un pignon, isoler un pignon et pas les façades principales. Il y a les combles, il y a des traitements de pont thermique un peu à droite à gauche qu'on peut toujours travailler assez astucieusement, ce qui permet des fois d'arriver à un gain énergétique qui peut arriver à 35% quand même. C'est vrai que ce n'est pas la voie royale, mais il faut accepter l'idée qu'il y a des bâtiments sur lesquels on ne fera pas d'isolation thermique par l'extérieur, et il y a des bâtiments qui n'arriveront pas à faire du gain énergétique qui correspondent vraiment aux dernières lois qui sont passées récemment. Voilà, il y avait… tu veux… Vas-y. Oui, juste parce que la question est relative à l'obligation, en fait, hein, la dame, d'après ce que j'ai compris. Hein. On ne peut pas obliger les copropriétaires à faire des travaux dans leur logement. En revanche, par exemple, ce qu'on appelle l'isolation thermique par l'intérieur, on ne peut pas obliger les gens à faire de l'isolation thermique par l'intérieur, qui est la seule solution, monsieur l'architecte le confirmait, si on est sur de l'haussmannien protégé, etc. Il y a hors de question de faire une isolation thermique par l'extérieur sur un haussmannien. En revanche, sur les fenêtres, il est possible d'obliger à les remplacer. Ce sont les travaux privatifs d'intérêt collectif, puisqu'on comprend bien que si des copropriétaires changent leurs fenêtres par du double vitrage et d'autres pas, ceux qui ne les changent pas auront une incidence négative sur la facture de l'ensemble des copropriétaires. Donc, l'Assemblée générale peut obliger tous les copropriétaires de changer leurs fenêtres. Ce sont des travaux privatifs d'intérêt collectif, alors que, réglementairement, ce sont des travaux privatifs. Oui, ça, on va en parler. Merci pour cette précision. De Christophe Dujardin pour Île-de-France Énergie. Tout à l'heure, tu vas intervenir. On va en parler d'ailleurs jeudi. Il y aura Laure jeudi matin. On va parler copropriété. Il y aura Laure qui fera une présentation d'ailleurs sur ce sujet des travaux privatifs d'intérêt collectif. Voilà, je crois qu'on a à peu près terminé pour cette table ronde. On peut les applaudir quand même. Allez, d'être intervenus. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous laisse regagner votre place.